Salut, bienvenue à Bassin Conversant de l'OBV du Chêne. Je m'appelle Rémi Bédard. Aujourd'hui, on est avec un producteur de bons coups. Les producteurs de bons coups, c'est des gens qui nous épatent par leurs bonnes pratiques agro-environnementales. Aujourd'hui, je suis avec Samuel Potvin de la ferme du Porc-Épic de Saint-Gilles. Salut Samuel, merci d'avoir Bonjour, accepté l'invitation. ça fait plaisir. Très apprécié d'avoir fait le voyage avec la neige aujourd'hui. Euh, Samuel, premièrement, tu es un producteur porcin, naisseur, finisseur. Tu fais aussi des grandes cultures. Oui. Donc, les grandes cultures, c'est à large échelle, là, c'est un peu les maïs, les soya, les céréales de ce monde. Euh, Samuel, t'es dans le coin de Saint-Gilles. C'est un endroit où j'aime aller faire des petites balades occasionnellement. J'aime ça passer sur le chemin. Là, je passe sur le bras d'Henri. Là, le bras d'Henri, là, inquiétez-vous pas, j'ai pas roulé sur le bras d'un monsieur qui s'appelle Henri. Là. C'est une rivière. On passe par là, c'est magnifique. Puis ça m'arrive de passer devant ta ferme. Puis je me souviens récemment, on passait là, puis il se passait quelque chose d'un peu étrange. Là. C'était le printemps, puis tu étais en train de récolter ton maïs. Puis que c'est ça. Samuel Potvin, c'est un peu ça. Sur cette ferme-là, il y a des choses qui se font différemment, puis c'est pour ça qu'on t'a aujourd'hui, Samuel. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont un peu en dehors de la boîte chez toi. Je pars la conversation. Je sais que tu as une façon très différente de travailler, de travailler le sol, entre autres. Il y a toutes sortes de choses qui se passent chez toi qu'on voit pas forcément très souvent. Puis naturellement, on s'imagine là, un peu peut-être l'ennemi numéro un dans un champ. J'imagine que les mauvaises herbes, c'est quelque chose avec lequel vous composez. Je sais que tu sembles avoir une approche un peu différente. Oui, oui et non. En fait, ce qu'on applique, c'est des principes, c'est du travail réduit du sol qui est quand même assez répandu au Québec, mais c'est des principes pour, au départ, faire attention à notre structure de sol. Dans le fond, faire attention à où ce qu'on met nos pieds. Euh, oui, c'est ça. Dans le fond, les principes de ça, c'est qu'on veut travailler moins agressivement la terre. Euh, Concrètement, dans le fond, si tu moins agressivement, ça veut dire sur quel paramètre tu vas aller jouer pour avoir un traitement moins agressif? Est-ce que c'est la machine que tu vas utiliser ou ouais, ben, en fait, oui. Au départ, c'est la machine, en fait. Le travail réduit, en fait, on va commencer à l'appliquer à l'automne. Moi, ce que j'ai fait, à une époque, on travaillait beaucoup avec la charrue. Il s'en laboure encore plusieurs terres aujourd'hui. C'est la profondeur de la terre qui est travaillée. Moi, j'ai sorti la charrue je l'ai encore, là, mais je m'en sers plus. plus décoratif ou autre chose? Ça va combien de creux une charrue, là, mettons vraiment traditionnelle, là, Bon, qu'on a toujours vu un peu dans nos champs? on fait un travail environ à 7 pouces, puis c'est le principe qu'on prend toute la matière organique, toute notre structure de sol, toute la partie qu'on a structurée à la surface. On l'envoie 7 pouces plus bas, en dessous comme en dessous de la terre. On leur envoie faire ses devoirs C'est plus ça, profonds. Là. on la met en punition, mais il ne faudrait pas la mettre en punition, en fait. OK. Là. Puis là, l'alternative à ça, ce serait quoi? Ben, c'est bon, si on parle au niveau mettons, des manières de travailler, en fait, c'est qu'on a le travail réduit avec des machines qui vont être moins agressives, qui vont travailler vraiment comme la surface de la terre plus. Ils vont faire des déplacements de terre latérales au lieu de faire des déplacements verticaux. On va essayer de mélanger nos résidus aussi, tous les résidus de culture, les cultures intercalaires qu'on a implantées ou nos cultures de couverture qu'on laisse à l'automne plus tard. On va essayer de les mélanger avec la terre, mais on va faire ce travail-là pour quand même permettre à notre terre de se réchauffer plus rapidement au printemps. Puis, Ça, c'est dans le fond réchauffer plus rapidement au printemps. J'imagine que c'est vital un peu là, pour votre rendement ou. ouais, ben, c'est qu'on est capable de travailler, rentrer plus vite dans le champ au printemps. C'est pas une affaire épouvantable. Ça, on va gagner peut-être une semaine par rapport à des gens qui vont faire, mettons, un autre principe de travail de sol qui, en fait, n'en est pas le semi-direct.
Il faut qu'ils attendent un petit peu plus longtemps avant que le sol atteigne la température acceptable pour implanter les graines puis que ça pousse rapidement. Ben, ça nous permet ça. L'autre partie du travail de sol d'automne, ben, c'est le drainage, c'est permettre à la terre de ressorer plus vite. Fait que ça, ben, nous autres, on le fait. Je le fais depuis plusieurs années. J'appliquais le principe du chisel, dans le fond, qui est comme une grosse dent acier qui va fragmenter le sol, le faire exploser, puis qui va mélanger, comme je disais tantôt, avec les résidus de culture. Sauf que c'est plus. C'est moins efficace, dans le fond, au niveau de mélanger les résidus. Fait que là, je me suis tourné vers une autre machine que je connaissais, qui est le offset, dans le fond, qui est une série de disques qui vont déplacer la terre d'un côté, puis de l'autre. C'est 2 séries de disques, en fait. D'accord. Puis ça cache, ça mélange, ça fait un mélange plus efficace, dans le fond, des résidus de culture avec la terre. Puis ça nous permet aussi, en fait, là, le principe de ça va être plus efficace au printemps quand on va arriver avec après ça, nos équipements de désherbage. Un peigne, les peignes de désherbage qu'on voit avec toutes leurs petites dents, ben, ils n'aiment pas bien ça avoir des résidus. Ça finit qu'on se ramasse avec un gros râteau puis beaucoup de matériel au bout du champ à gérer. Dans le fond, si je récapitule un peu, parce que je crois comprendre que moi, dans ma tête, là, brasser le sol en surface, c'était juste pour le rendre plus fin, peut-être. Mais là, je comprends qu'il y a vraiment, ça vient vraiment travailler sur la structure du sol, sur la façon dont l'eau interagit avec le sol, finalement. Un peu ton drainage, puis toute ta matière organique, tu t'assures qu'elle est dans un endroit peut-être où il y a de l'activité, ou quand tu vas faire ton incorporation, c'est ça qui va arriver? Je la laisse, en fait. C'est un peu ça, effectivement. Mais c'est que je laisse ma matière organique dans le premier 4 pouces de terre. C'est le premier 4 pouces que, année après année, je vais retravailler. Puis c'est ce 4 pouces-là que je veux, comme tout le temps, plus bonifier pour que mes semences, tu sais, quand j'implante mes semences, ils profitent de tout ce qu'il y a là, au lieu de ce que j'expliquais tantôt avec la charrue, de planter ma graine dans un sol où il y a comme plus il y a plus de synergie avec les mycorhizes, avec les bactéries, avec les vers de terre à la limite. Ce 4 pouces-là, le 4 pouces, pardon, c'est le nerf de la guerre, là, finalement. Tu me dis, c'est vraiment, moi, ce 4 pouces-là, j'en prends soin. Ce qui est en dessous, ça a peut-être un peu moins d'importance. On ne veut pas forcément le ramener en haut. Ce 4 pouces-là, c'est ce qui, dans le fond, c'est ce qui va faire la différence entre un champ qui pousse bien et un qui pousse moins bien. Oui, puis ça va être ça. Puis en restant dans ce 4 pouces-là, ou en amenant comme toujours un peu plus de matière, en mélangeant notre matière, à la limite, on va l'améliorer. Puis peut-être qu'un jour, on va avoir 5 pouces, 6 pouces, 7 pouces. En fait, ce qu'on veut, c'est avoir la plus importante épaisseur de matière, en fait, la plus importante part de matière organique mélangée avec le sol minéral, dans le fond. On veut, ce que je cherche à faire, en fait, chez nous, c'est d'avoir, comme votre terre à jardin, je veux mettre une couche de compost sur ma terre, mélanger avec ma terre pour pas avoir à amener justement des tonnes et des tonnes d'engrais chimiques. J'ai pas, c'est ça, j'ai pas aucun préjugé contre tous ceux qui l'en utilisent, mais moi, je veux ne plus en utiliser. Fait que je vais essayer d'appliquer les principes tous les principes de la Terre. La Terre est vivante. La Terre a dans son bagage tout ce que la plante a de besoin pour performer. Fait que moi, ce que j'essaie de faire sur l'entreprise, c'est bonifier cette terre-là pour avoir un peu le moins d'amendements possible à faire. Vraiment, il y a vraiment comme une notion de construction à long terme, finalement, à ton sol. Toi, tu le vois vraiment comme quelque chose que tu vas bâtir au fil des années, finalement. Oui, exactement. C'est quelque chose que tu vas... Non seulement, on parle souvent de conservation des sols, comme si c'était juste quelque chose qu'on conservait, mais dans le fond, toi, tu me dis c'est plus que ça. C'est un peu de la construction, en fait, des sols, là, carrément. Oui, construction, conservation, construction. C'est ça, on veut la faire bonifier, cette terre-là. C'est pas dur. On veut la faire bonifier. On veut la léguer. J'ai deux jeunes enfants. Je ne sais pas s'ils vont vouloir reprendre l'entreprise un jour. Mais bon, ils aiment ça. Mais je vais vouloir leur laisser
quelque chose où est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à profiter, mettons, de ma passion. Comme je fais de l'agriculture, je fais des grandes cultures, pousser des plantes. J'adore ça. S'ils veulent reprendre ce flambeau-là, si je peux leur léguer ça, je vais leur léguer avec quelque chose qui se tient, quelque chose qui est en santé, puis qui va continuer de les animer puis les faire prospérer. Chose qui est sûre, c'est que il va y avoir une terre à léguer, apparemment, qui va avoir été construite. Puis je pense qu'il va y avoir aussi un bagage de connaissances, en fait, là, que tu vas être en mesure de léguer avec tout ça, là, parce que ça reste que c'est un peu là-dessus que ça repose. C'est sur un ensemble de connaissances, un ensemble d'essais, probablement, que tu as fait. Je sais qu'en fait, j'ai quasiment été quasiment coupé tantôt. Là. On parlait de ce qui se passait à l'automne. Après ça, on arrive au printemps. On est encore dans le même champ. Là. Il y a eu un peu de travail. Tu étais rendu avec les appareils de désherbage, puis peut-être qu'est-ce qui se passe là, rendu à ce moment-là de l'année là, dans le champ? Qu'est-ce que tu vas sortir comme truc? Bon. Mettons, je fais un survol rapide de ce qu'on fait au printemps. Ben, au printemps, on prépare la terre pour après ça mettre nos semences. Puis après ça, ben, faut gérer les mauvaises herbes, faut gérer ça, toute cette belle implantation-là. Si je rentre plus en profondeur, ce que je fais, c'est que je vais effectivement préparer mon terrain avec mon cultivateur, ma herse, si on veut. Okay. Je vais émietter ma terre, je vais mélanger encore là ma matière organique, mes résidus de culture, je vais tout mixer ça ensemble. Faire un genre de lit de semences, dans le fond. C'est le lit de semences, carrément. Okay. Après ça, on sème. Quand que j'applique ce principe-là, je peux déjà commencer, tu sais, je suis producteur de bons coups. Un de mes bons coups, c'était la réduction des pesticides. Pas juste parce que j'ai un ou deux sarcleurs. Je commence déjà à ce niveau-là, dans le fond, en faisant des faux semis qu'on appelle. C'est que je vais passer un coup de cultivateur, je vais laisser reposer ma terre 4-5 jours, puis là, les graines vont commencer à germer. Les graines de mauvaises herbes vont commencer à germer, vont profiter de ça. Au bout de 5 jours, je vais revenir, je vais repasser un coup de cultivateur ou même idéalement pour être moins agressif, pour vraiment travailler juste le dessus de la terre où ce que ma banque de mauvaises herbes allait, puis que je ne veux pas aller en ramener d'autres. Je vais passer avec mon peigne. Je vais passer un coup de peigne, je vais détruire toutes mes mauvaises herbes, style fil blanc qu'on appelle. Ouais, OK. Puis qui est en fait juste la radicelle qui sort de la graine. C'est ça, là, on a un petit, dans le fond, c'est un genre de semis là, qui est vulnérable à ce moment-là, finalement. Là, on parle d'une mauvaise herbe, là, naturellement. Exactement, on la voit pas parce qu'au printemps, tu sais, c'est toutes les terres, tous les champs sont bruns, c'est la couleur terre, tu sais, on voit pas, mais il y a de l'activité dans les champs, il y a de l'activité même en hiver dans les champs. Fait que cette activité-là, il y a des graines un peu partout qui attendent juste de germer. Exactement, sont déjà là. Fait qu'en faisant ça, ben c'est ça. C'est un premier principe de gestion des mauvaises herbes. Je fais mon faux semis. Tout de suite après mon faux semis, j'implante ma culture. Puis après ça, ben, on est parti en saison de croissance, puis en gestion des mauvaises herbes. Après ça, là, une fois que la culture va être partie, je peux repasser avec mes instruments de mon peigne, entre autres, là, qui est vraiment le peigne, en fait, c'est l'instrument universel de désherbage qui est bon presque à tout stade, qui va être le plus efficace dû au fait qu'il passe à la grandeur de la terre. Ça, c'est quelque chose que tu vas te trouver à être carrément capable de tirer là, avec ton tracteur, de conduire au travers d'une culture qui est en train de pousser carrément. Exactement. Moi, je le passe. En fait, je le passe partout. Que ce soit d'un céréal ou ce que j'embarque carrément sur les plantes. J'écrase les plantes. Les plantes sont, on va dire, fragiles, mais pas assez fragiles à ce moment-là pour dire qu'ils ne reprendront pas. Fait que je vais passer 2 coups de peigne dans mes céréales. Ils vont reprendre, puis ça va avoir contrôlé les mauvaises herbes. J'ai des magnifiques photos des champs qui sont... on voit pas d'herbe dedans, on voit pas de mauvaises herbes, rien. Le peigne, je le passe même à faire dans le soya. Que là, j'apprends encore aussi, fait que je continue à développer ça. De la même manière que je le passe dans mon maïs avec, dans les rangées, là, c'est sûr que les roues du tracteur ne passent pas sur les rangées de maïs, mais le peigne, lui, va travailler sur le rang. Ça va être des principes
voyons, pré-semis, post-levée et compagnie. Mais OK. on passe à ce stade-là, on pourrait passer pratiquement sur 7 jours, on pourrait passer au moins 2 fois de peigne. Là, puis, OK. C'est quand même quelque chose d'assez intensif, là. Ça demande quand même pas ouais, mal de ben, travail finalement, mais ouais, le résultat est là finalement, je comprends bien. ouais, subséquemment, on peut faire pratiquement 7 passages de machine. C'est comme ce que je t'expliquais, là, c'est comme désherber ton jardin. Si tu veux que ton jardin il soit beau, ben tu vas le désherber à toutes les semaines. Ben ça va être la même affaire avec les champs. On va passer à toutes les semaines jusqu'à mi-juillet pratiquement, là, jusqu'à temps qu'on soit plus capable de passer. Puis sans avoir utilisé d'herbicides, ben, on va avoir réussi à contrôler les mauvaises Mhm. herbes. Puis les cultures vont être aussi belles et prospères qu'avec un champ qui va avoir été arrosé. D'ailleurs, je me permets une parenthèse un peu, là, juste pour l'auditeur. On était là un peu avant de commencer à enregistrer, on discutait, fait que je me permets d'amener quelque chose comme ça. On a parlé beaucoup des mauvaises herbes, mais au niveau de la culture aussi, tu me disais que tu avais aussi commencé, dans mesure du possible, là, selon les choix que tu avais, à changer un peu tes choix de semences aussi. Oui, oui, ben en fait, c'est ça, comme effectivement, comme je t'expliquais aussi, on est. J'ai appris, en fait, ça fait longtemps, en fait, que j'aime la grande culture. J'ai toujours aimé ça. Mais une chose que j'ai toujours détesté, c'est faire du jardinage. Fait que j'ai jamais jardiné pour ma mère. Puis, à un moment donné, ben, j'ai rencontré ma conjointe. Puis, on s'est mis en fait, elle m'a forcé à jardiner. Là. Je la remercie finalement, même, à quelque part. J'aime pas plus ça. Mais Ouais. elle m'a fait comprendre, justement, ces principes-là par rapport au désherbage. Par rapport au niveau de la semence, effectivement. On sème des semences non traitées dans notre jardin, dans des conditions où la terre est sec avec une bonne humidité. C'est la même chose d'un champ. Fait que, on sème des semences non traitées. Fait que j'ai commencé à essayer ça avec, dans une optique au départ où ce que je voulais faire une transition biologique qui a avorté. Mais j'ai continué dans ce sens-là où je veux pas utiliser de traitement de semences, pardon, le plus possible sur ce que j'implante dans mes terres. Là. C'est pas toujours évident parce qu'on est il y a certains principes avec les compagnies qui, en fait, nous bloquent par rapport aux nouvelles génétiques, dans le fond, aux OK, nouvelles ça peut réduire le choix un peu, peut-être, c'est là, ça. quand on demande un non traité. C'est ça. On a les nouvelles variétés, en fait, tout ce qui est les variétés OGM, où on n'a pas accès à des semences non traitées. Mhm. Ça tend à changer un peu. J'ai réussi à en avoir dans le soya depuis 2 ans, chose qu'avant, j'en parlais même pas. Le maïs, bon, lui, on n'en parle pas. Là. Il y a encore un huis clos sur les traitements pour moi. Là. J'ai à part acheter du maïs conventionnel, mais c'est sûr que tout ce qui est OGM, ça vient traiter. Bon, je le prends avec parce que je suis pas producteur bio, je suis encore Mhm. conventionnel, mais j'essaie d'appliquer le plus possible des principes d'agronomie. Ouais. Mais tu sais, je fais un mix en fait un peu d'herbicide et de désherbage mécanique, mais le moins possible avec les herbicides. Euh, Super intéressant. En fait, j'aime beaucoup aussi de voir l'espèce de pollinisation croisée là, qu'il y a eu entre le jardinage que ta blonde t'a forcé à faire un peu. Puis finalement, ça a payé parce que ça t'a fait penser à certains principes, puis là, voir tu sais, le sarclage, puis intégrer ça dans un très, très grand jardin qui est une grande culture. C'est super intéressant. Puis il y a vraiment un aspect là, que j'ai hâte, en fait, de rentrer là-dedans. Je sais que euh, c'est quelque chose. En fait, je le sais parce que c'est quelque chose de visible chez vous. Euh, tu vraiment une façon spéciale de rentrer dans ton champ des arbres et autre chose que les cultures. Tu as une façon de l'intégrer qui est spéciale. Puis j'aimerais ça que tu nous parles de ça, en fait, comment tu fais ça, comment tu intègres ça, ces choses-là dans tes cultures. OK. En fait, bon, moi, ma vision, c'est d'avoir la Terre la plus en santé possible. Ça, je te l'ai déjà expliqué. Ouais. Je vais appliquer différents principes. Je vais avoir les cultures intercalaires, je vais avoir des cultures de couverture, je vais avoir des couverts le plus possible qui vont durer dans la saison, finalement.
Fait qu'après que mes récoltes soient faites, ben j'ai, mettons, dans mon blé, j'ai un trèfle intercalaire que lui va prendre son essor une fois que mon trèfle va être, que mon blé va être battu, que mes céréales vont être battues, en fait. Et lui, ben, il va profiter jusqu'au premier gel, puis même encore après ça. Puis, tu sais, il va rester là. Tant que je ne touche pas, il va rester là. Je vais finir par le détruire par l'incorporant à ma terre, d'où Comme dans le fond de machine là, qui va le brasser, Ouais, j'imagine. c'est ça, ce que je parlais tantôt, mon offset finalement. Là. OK. Je vais l'incorporer à ma terre. Ça va laisser encore le principe du travail réduit. Là. Je vais laisser beaucoup de résidus en fait en surface. Je vais essayer de ne pas travailler trop cru aussi pour garder mes systèmes racinaires. Ça va garder ma structure de sol. Je vais avoir plus de portance après ça pour repasser au printemps avec mes Là, c'est machines. la Tu sais. racine j'imagine la racine du blé qui est encore un peu là. Du blé, mais qui est plus en surface. Mais le trèfle, lui, qui a pris son essor. J'ai vu du trèfle, ça fait 2 ans, on a fait drainer une parcelle. Puis j'avais du trèfle dans le fond qui a passé comme au travers du blé. Là, c'est pas pour rien qu'on a fait drainer. Là. Le blé était très faible et le trèfle très fort. OK. Mais dans les traces de la taupe, de la draineuse, où ce que la terre a été soulevée, j'avais des racines à facilement 30 cm de profondeur. Là. Ah ouais, les racines de trèfle, là. Les racines de trèfle, Wow! il y Mais avait... c'est pas quelque chose qui est. Parce que un trèfle, on s'entend, dans un champ, il va lever un peu quand même. Là. C'est pas forcément le petit trèfle de pelouse, mais Non, c'est quand même spécial là, d'avoir une profondeur comme ça. C'est quelque chose qui me surprend, en fait. ouais, Je en fait, l'apprends, là. ce qu'on utilise le mot présentement, c'est un trèfle rouge. Qu'en fait, cette année-là, j'avais même réussi je l'avais fauché même en me disant, bon, soit je vais faire de la récolte ou ça va être juste de la matière organique, mais je l'avais fauché quand même. Mais c'est vraiment, tu sais, quand on parle de culture intercalaire, puis de l'importance des racines, c'est quasiment fou, là, comment que tout ce qui se passe dans la terre est... Le trèfle en plus qui va fixer l'azote, là, qui a Ouais, cette capacité-là en plus. Là. Fait que non seulement on a la structure, puis on a le nutriment naturel là, qui arrive par ouais, la présence. ouais, effectivement. Il y a autre chose aussi dans les champs. Là. Puis encore, là, j'ai l'air quasiment de vouloir te tirer vers du nez, là, mais je le sais que c'est là. Les haies brise-vents. Puis Ouais, c'est pas. Je pense que il y a toute une logique derrière ça qui mérite à être connue vraiment. Là. Puis je suis intéressé à connaître ton raisonnement là-dessus. OK. C'est ça. Les brise-vent, en fait, j'en ai quelques-unes implantées, mais il y a en fait, la manière d'implanter ta haie brise-vent sur ta terre, finalement, où est-ce que tu vas positionner ta terre, que ce soit, en fait, par rapport soit au vent dominant, soit euh, par rapport à l'intégrer dans une bande riveraine. Tu sais, des affaires, c'est ça que j'ai remarqué, en fait. C'est que des arbres qui vont faire face au soleil, la forêt va faire face au soleil. Souvent, mettons, 6-12 premiers rangs de maïs ou les premiers mètres du champ vont toujours être plus beaux, plus vivaces, tu sais, plus de végétation, plus de croissance, en fait, que euh, un champ où quand que le soleil va se lever, dans le fond, va être la culture va être, voyons, cachée du soleil, Ouais, en fait. ombragé, ouais. Bon, tu sais, on va perdre du rendement, dans le fond, sur les premiers mètres de champ. Fait que ça, dans le fond, ma logique, en fait, par rapport à ça, c'est que quand tu implantes une haie brise-vent, tu sais, j'ai pratiquement 50% de mes terres qui touchent à un cours d'eau à un autre ou que carrément le cours d'eau passe au travers des terres. Fait que dans cette optique-là, où ce que je veux protéger mon ruisseau, ben, je vais choisir l'endroit, de par le positionnement du soleil qui va arriver sur les arbres par rapport à ma culture, ben, je vais positionner ma brise-vent, si tu veux, au nord du ruisseau pour profiter de l'effet de serre, pour faire profiter à ma culture de l'effet de serre. Euh, Par la même occasion, je vais rafraîchir le ruisseau, que lui, je ne veux pas qu'il se réchauffe parce qu'il va se développer des bactéries pas nécessairement bonnes pour toute la faune, la végétation qu'il va y avoir là-dedans. Puis en même temps, ben, je n'impacterai pas non plus ma culture qui, elle, va se retrouver normalement cachée du soleil. Ben, elle va pouvoir profiter pleinement de ces heures d'ensoleillement. Fait que je n'aurai pas cette perte de rendement-là. Fait que juste en ayant positionné ma haie brise-vent sur
mettons, sur la rive nord, finalement, de mon cours d'eau, quand c'est possible, évidemment. Là. Mais je vais faire comme profiter tout mon système, en fait, que ce soit le système naturel, la nature, autant que ma culture, tout le monde va se retrouver bénéficier de ça. Dans le même sens où aussi, là, c'est des principes que je n'ai pas appliqués encore, mais que j'ai vu un peu, en fait, on l'a vu, c'est encore. Je ramène ça au jardinage parce que c'est là que je l'ai vu. Mais quand on installe chez des maraîchers, dans le fond, il y en a qui ont fait des haies brise-vent à certaines distances, dans le fond, dans les champs. En fait, c'est pas juste d'avoir une haie brise-vent comme à l'ouest puis une à l'est de ma terre. C'est d'avoir euh, peut-être une haie brise-vent à des distances, mettons, à une distance pour être capable de circuler avec ma machinerie, bon, pouvoir faire quelques passages, pas m'impacter non plus à prendre trop d'espace sur ma terre. Mais c'est d'avoir un espace vert, dans le fond, qui va amener comme un espèce de bassin de végétation vivante, de mycorhizes, en fait, on va retourner dans la terre, là, mais qui va faire un bassin de mycorhizes, de champignons, en fait, de bactéries, toute de structure de sol-là, dans le fond, qui va pouvoir s'étendre, se combiner, dans le fond, aux racines de ma culture, puis qui vont amener comme une fertilité, qui vont amener une profitabilité, dans le fond, à tout ce qui va comme toucher à ma culture. Par la même occasion, ben, on va aussi choisir les essences des arbres qu'on va mettre dans ces abrissements-là. Tantôt, je parlais, je vais mettre des conifères, dans le fond, qui ont tendance à plus garder la chaleur, à conserver leur température, à la refléter aussi pour ma culture. Là, je vais appliquer l'autre principe, dans le fond, où ce que je vais mettre des feuillus dans ma haie brise-vent pour qu'elle m'amène aussi à l'automne, par la perte des feuilles, elle va m'amener un niveau de matière organique. Dans le fond, elle va amener de la nourriture à ma terre. Elle va amener de la bouffe, en fait, à mon champ. Elle va m'aider à structurer mon sol de manière naturelle, sans que j'aie nécessairement besoin. Tu sais, là, on achète les semences pour les cultures de couverture, les intercalaires. Ça coûte de l'argent. Ma haie brise-vent va me coûter quelque chose une fois. C'est sûr qu'il va falloir que je l'entretienne, mais elle va me bénéficier après ça. Elle va bénéficier à ma terre sans nécessairement. En fait, le bénéfice ou la partie où elle va utiliser ma terre, dans le fond, la partie de culture que je vais perdre, va probablement être regagnée par l'amendement que ça va donner à ma bande cultivée, dans le fond. Fait que je vais récupérer, en fait, en termes de rendement, de finances, si on veut, je vais Ouais. récupérer. C'est à ce point-là, vraiment, là. C'est, dans le fond, ça. Ben, Toi, t'estimes qu'il y aura un ajout, dans le fond, c'est la matière organique, c'est plus toute l'activité que ça apporte au sol. Dans le fond, c'est. ouais. Si c'est bien positionné pour toi, c'est un plus finalement. Oui, tout ça, là. puis je vais t'amener même un autre point aussi, tu me fais penser, là, que j'ai remarqué, parce que j'ai déjà un peu une forme de structure, c'est niaiseux, là, mais en fait, cette structure-là, en fait, je l'ai à une place sur ma terre, en fait, où ce que c'est des tas de roches. Tu sais, on est dans une région où Ouais. il y a quelques cailloux, fait que nos prédécesseurs en ont fait quelques amas au champ, mais j'ai carrément des places que c'est le tas de roches, il fait la longueur du champ pratiquement. Ouais, les fameuses digues là, qu'on a un peu partout. Là, les dans digues le de coin, là. roches. Et j'en ai deux qui sont espacées d'environ peut-être une centaine de pieds. Là, j'ai pas pris le temps de la mesurer. Mais l'impact qu'il y a eu entre les deux sur les rendements de maïs, c'est là que j'ai eu mes plus hauts rendements de maïs. Puis Ok, ça, c'est ça. Dis-nous-en, c'est spécial un peu, là, ça, honnêtement. Dis-nous en plus, là. Excuse-moi, je te coupe avec tout ça, là. Je suis possiblement encore, je te dirais, bon, par tout l'amendement l'amendement, on va dire, bon, des feuilles au départ, mais des racines, qu'est-ce qui se passe dans la terre. Puis l'autre affaire, mais ça a fait un corridor un corridor de chaleur là, avec le même principe, Ok. dans le fond, que j'avais appliqué avec mettons, mon soleil qui frappe sur ma forêt de microclimat. C'est comme si j'ai une forme de microclimat. Ma culture, en fait, est protégée de part et d'autre.
puis elle subit, en fait, le principe est simple, elle subit une espèce d'effet de serre, comme une serre finalement, elle subit une forme d'effet de serre, dans le fond, créé par les arbres de chaque côté. La chaleur va se concentrer parce qu'elle ne sera pas chassée par le vent ou X phénomène, elle va être concentrée. Mais les plantes, je prends l'exemple du maïs, entre autres, le maïs, plus qu'il y a de chaleur, plus qu'il va profiter. Fait qu'en ayant un corridor comme ça, il va être protégé, il va gagner de la chaleur, il va profiter de l'effet de serre. Fait qu'il a comme pris du rendement. C'est un test que j'ai vu chez nous, que j'ai remarqué, puis que je n'irais pas ça le répéter à d'autres endroits de manière plus. Là, en fait, non, c'est pas vrai parce que ça a été fait par l'humain, là, mais tu sais, de répéter cette expérience-là. Puis je sais aussi que c'est des pratiques, peut-être pas des bandes complètes comme ça, mais en Europe, il y a des endroits où ils ont carrément implanté comme des grandes haies brise-vent d'arbres distancés dans les champs, en fait, qui ont. Qui ferait distancer un peu plus, mettons, là, en fait, ce qu'on connaît. Oui, en fait, c'est comme si carrément dans le milieu de mon champ, j'ai planté une haie brise-vent, mais qui est plus ou moins brise-vent parce que les arbres sont espacés de peut-être 80 pieds, je ne sais pas, entre chaque. Puis, tu as plusieurs bandes d'arbres comme ça dans ton champ qui vont comme briser l'air, qui vont briser le vent, en fait, qui vont amener de la structure dans le fond au sol, qui vont amener de la vie au sol, comme je disais, par les champignons, par les bactéries, par tout ce qui va se produire là, puis qui va amener de la vie aussi par la synergie entre les racines. On a vu des affaires mettons, la semaine verte. Il y en a qui ont fait des chercheurs qui ont fait des expériences, dans le fond, qui sont allés comme rincer les racines ou même plus poussés que ça, là, ou, qui ont vu la synergie entre les arbres qui allaient comme se toucher aux racines. Il y avait des choses, des molécules chimiques qui passaient. Puis plus poussé que ça encore, aujourd'hui, les derniers que j'ai vus, que là, c'était vraiment les signaux chimiques, justement, avec toutes les radicelles. Fait que il y a de l'action finalement. On pense que c'est sous terre, ça bouge pas, il se passe rien, mais avec toutes ces racines-là, finalement, plus on en a, c'est un peu le principe de plus on est de fou, plus on rit sous terre aussi, là, finalement, plus on a d'action, plus il y a d'interaction, et plus on risque d'avoir un sol là, qui est compétent. Je comprends en fait que finalement, c'est vraiment une science, là, tout ça. Là. Surtout la haie brise-vent, en fait, le terme peut, à la limite, pourrait paraître un peu réducteur parce qu'on pourrait penser que ça brise le vent, que c'est tout. Avec toi, on apprend que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment un vecteur d'action, d'action dans le sol, d'activité dans le sol, en fait. Et ça, je pense que c'est vraiment une notion super intéressante. Samuel, c'était vraiment le fun aujourd'hui de jaser parce qu'en fait, ça permet d'ouvrir un peu le dialogue puis d'ouvrir les horizons sur des producteurs commerciaux. Vous êtes naisseurs, finisseurs, grande culture. C'est pas des endroits où on va aller en visite ou on va aller faire un tour de voiture la fin de semaine. C'est pas comme un verger où on va aller aux pommes. Donc, c'est quelque chose qui est plus secret un peu pour le public, mais en même temps, vous avez une production tellement importante puis à large échelle. Ça a été vraiment intéressant de te passer le micro puis d'écouter ce que tu avais à dire là-dessus. C'est un monde qui est infiniment complexe, infiniment intéressant. Juste en concluant, je sais j'ai été voir un peu sur Facebook juste pour les gens qui pourraient avoir un peu d'images. Je vous invite à aller faire un tour là-dessus. Dans le fond, ça permet de mettre un peu des fois là, des images sur ce qu'on a entendu parler. Ça a été un énorme plaisir de discuter avec toi. J'ai appris encore une fois énormément. Samuel Potvin, merci beaucoup d'être venu. Merci, ça a été un plaisir en fait de vous faire partager ça. Au nom de l'OBV du Chêne et puis au nom des résidents de Lobinière, on voulait vraiment remercier du fond du cœur nos producteurs de Bon Coup qui, par leurs pratiques agro-environnementales, vont vraiment contribuer à augmenter la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la qualité du sol à longueur d'année. Vraiment, merci d'être là. Le balado Bassin Conversant est une initiative de l'organisme de bassin versant de la zone du Chêne. Cette série d'épisodes vous est présentée dans le cadre du projet Producteurs de Bon Coup, un projet qui vise à mettre en lumière les bonnes pratiques agro-environnementales des producteurs de la MRC de Lobinière.
Ce projet a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme Territoire Priorité bioalimentaire. Il a également été financé par la MRC de Lotbinière dans le cadre de son plan de développement de la zone agricole.